L'Institut des géosciences de l'environnement sur le campus de Grenoble se dote de nouvelles chambres froides pour conserver et étudier les carottes de glace issues du monde entier en attendant de les réexpédier en Antarctique. Depuis un an, 4 agents de la police municipale parcourent le quartier Vigny-Musset, village olympique à Grenoble, une expérimentation de prévention et médiation qui pourrait s'étendre à d'autres quartiers. Et puis après plus de 10 ans d'absence au cinéma, Régis Varnier est de retour pour un nouveau film, La Réparation, qu'il présente en avant-première au Pâté Grenoble. Le réalisateur Oscarisé nous fait le grand plaisir d'être l'invité de ce JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 26 mars 2025, du mercredi 26 mars 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Étudier les glaces pour mieux comprendre le climat, c'est au scientifique grenoblois Claude Lorius que l'on doit cette idée. Et c'est logiquement sur le campus de l'UGA que l'Institut des géosciences de l'environnement perpétue son œuvre grâce au projet Ice Memory. En cette année internationale de la préservation des glaciers initiée par les Nations Unies, les scientifiques veulent créer un patrimoine de glace. Mirko Pesci. À l'Institut des géosciences de l'environnement à l'Université de Grenoble, des scientifiques analysent des carottes de glace vieilles de 800 000 ans. Le but, reconstituer l'évolution du climat sur de très longues périodes grâce à 2 types d'informations. Une information qui est extraite des bulles d'air. Donc c'est de l'atmosphère qui a été piégée au moment où la glace s'est formée. On a d'abord de la neige, elle se tasse et par son propre poids, elle va fermer les pores et donc l'air qui va être emprisonné. Là, on peut reconstituer des gaz à effet de serre et donc voir l'évolution de ces gaz au cours du temps. Mais la glace elle-même aussi, c'est donc de l'eau lorsqu'on la fait fondre. Elle contient des impuretés et on peut retracer l'historique des volcans, mais aussi l'évolution par exemple des métaux lourds ou des pollutions atmosphériques suite aux émissions industrielles et de nos sociétés. À l'intérieur des chambres froides, l'équipe de chercheurs de l'IGE découpe, analyse et traite des milliers de mètres de glace. Avec ces données, ils ont pu comprendre que lorsque le climat de la Terre était froid, il y avait beaucoup moins de dioxyde de carbone et de méthane dans l'air que pendant les périodes les plus chaudes. À Grenoble, il y a 9 chambres froides qui vont de 0 à moins 25 degrés et une enceinte climatique descend jusqu'à moins 80 degrés. Là où il y a de la glace, eh bien, on ramène cette glace ici à l'IGE. Il n'y a qu'à l'IGE, donc Grenoble, où il y a un tel parc de chambres froides. Voilà, qui soit ensuite en plus très modulaires, c'est-à-dire qu'on peut les descendre à différentes températures. Elles sont spécifiques si on veut faire de la microbiologie, si on veut faire plutôt du découpage, si on veut faire de l'analyse des gaz à effet de serre. Donc elles ont vraiment une particularité, chacune a une particularité et c'est ça qui est vraiment unique sur le territoire. Le projet Ice Memory lancé par la fondation UGA permet de conserver de la glace des endroits les plus sensibles au changement climatique, comme les Alpes, les Andes et le Caucase. L'idée de ces carottes Ice Memory, à l'inverse, c'est d'aller les garder en Antarctique, c'est-à-dire le plus grand frigo de la planète, et donc de les stocker pour les générations futures, pour qu'un jour d'autres chercheurs, avec d'autres technologies, avec d'autres idées, puissent les exploiter. Bientôt, de nouvelles carottes seront extraites et les chercheurs pourront retracer l'histoire du climat d'il y a plus d'1 million d'années. C'est à cette époque que le rythme des alternances entre périodes froides et chaudes a considérablement changé. Les nouvelles analyses nous donneront davantage d'indices sur le changement climatique. Les premières carottes devraient quitter Grenoble fin 2025, début 2026. Et pour sensibiliser le grand public, l'IGE organisera début juillet une conférence et un concert sur le glacier de Saint-Sornin. C'est une première en France. Le tribunal administratif de Grenoble condamne l'État à indemniser la ville qui héberge depuis mai 2022, via son centre communal d'action sociale, une famille qui ne s'est jamais vue proposer une solution d'hébergement d'urgence malgré ses appels réguliers au 115. Montant du chèque 76 802 €. L'hébergement d'urgence est pourtant une compétence de l'État. C'est la raison pour laquelle Lyon, Strasbourg, Rennes et Bordeaux ont également saisi la justice. À Grenoble, 4 400 personnes seraient sans domicile fixe, dont 1 200 vivraient à la rue et parmi elles 240 enfants. La ville gère et finance 340 places d'hébergement d'urgence, dont 100 créées en 2024. Loin des yeux, loin du cœur, supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003, la police de proximité renaît sous une autre forme depuis quelques mois dans le quartier Vigny-Musset, village olympique de Grenoble, et ça fait du bien apparemment. Des agents municipaux sont présents pour créer du lien avec la population, dialoguer, prévenir et s'il le faut, verbaliser. C'est leur présence au quotidien qui facilite ce travail et cet échange, une façon aussi de casser l'image que certains peuvent avoir des policiers.
Là, aujourd'hui, le dispositif de police de quartier qu'on a mis en place est constitué de 4 agents, dont une référente, Emeline présente avec moi, une référente de quartier. Et du coup, c'est 4 effectifs dédiés pour 9000 habitants. Les agents sont connus et reconnus, identifiés par l'ensemble des partenaires, les enfants, les adultes, les écoles. Ce qu'il faut noter aussi, c'est la très bonne collaboration et le partenariat avec la police nationale, puisque du coup, c'est des forces de l'ordre qui interviennent aussi sur le quartier. Cette complémentarité-là permet d'être vraiment efficace dans le service public qu'on fournit aux habitants. Où on est reconnu par tous les enfants, que ce soit de la petite section de maternelle au 3e. Donc on est reçu très bien dans les écoles et justement on met en place toutes les interventions, permis internet, permis piéton, permis vélo. On fait des journées de prévention harcèlement, cyberharcèlement. On fait plein de choses justement pour se rapprocher de ces enfants qui ensuite sont porteurs de la bonne parole de la police municipale au sein des quartiers. Donc il y a un gros travail de prévention et après quand ça ne suffit pas, c'est la répression et des verbalisations. Alors pour l'instant, on est à une première année d'expérimentation. On arrive à la première année, donc on a besoin quand même de consolider un petit peu le fonctionnement, d'avoir des éléments de bilan. L'idée, bien évidemment, c'est qu'on poursuive sur ce quartier-là et qu'on pérennise cette équipe-là. Et l'objectif, oui, c'est de pouvoir ensuite le déployer sur d'autres quartiers. Un déploiement qui devra toutefois attendre le prochain mandat. Mercredi, c'est le jour des sorties ciné et lundi prochain, ce sera celui de la sortie du nouveau guide Michelin. Entre les deux, l'avant-première ce mercredi soir au Pâté Chavon du nouveau film de Régis Barnier, La Réparation. L'histoire commence justement alors qu'un chef s'apprête à recevoir, ou pas, sa 3e étoile. On va ensuite suivre sa fille, Clara, notamment à Taïwan, avec un mystère, mais je ne vous en dis pas plus. Bonsoir Régis Barnier. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Depuis quelques semaines, vous faites le tour de France pour présenter votre film lors d'avant-première, comme celle qui va avoir lieu ce soir. La sortie officielle, c'est le 16 avril. 16 avril, oui. Voilà. Votre dernier film, c'était il y a 10 ans. Est-ce que vous avez quand même le trac ? On a toujours le trac. Mais ce que j'aime bien dans la sortie d'un film, c'est que j'aime bien quand ça arrive, parce qu'à un moment, le film ne vous appartient plus. Je veux dire, c'est notre enfant, évidemment. Mais on le met un peu partout en France sur les affiches, les légendes. Et puis, il vit sa vie. Évidemment, on souhaite tous que nos films marchent. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que c'est un métier que je trouve assez magnifique, très difficile, très dur. Mais voilà, l'action, faire le film, le rêver, trouver le sujet, écrire, trouver le financement, engager une équipe, des acteurs, voyager, préparer, c'est aussi c'est des moments de vie formidables qui font partie évidemment du film. Mais c'est étrange que tout d'un coup, en une journée, il y a comme une sanction quand même. Une sanction ou en tout cas un résultat avec le public. Ça, oui, c'est formidable. Et je vais vous dire, quand le film démarre bien, quand il marche, c'est plus qu'une joie ou un bonheur, c'est un soulagement. C'est très étrange. Mais en tout cas, je vous dis, moi, le plus important, c'est le travail, quoi. Alors, dans ce film, entre Bretagne et Taïwan, vous avez un peu mêlé plusieurs de vos passions. Oui. La cuisine, la gastronomie. De toute façon, moi, j'aime bien les films. J'aime bien les films où il y a un mystère, où il y a une tension. Voilà, j'avais comme ambition de faire une histoire qui est comme un polar, comme un thriller. Ouais, vous aviez déjà fait un polar d'après le livre de Fred Vargas. Ouais, un polar, mais où les indices et la marche de l'enquête passeraient par les saveurs et voilà le goût et la saveur. Voilà, je me disais qu'il y avait un pari risqué là-dessus. Et évidemment, ça se passe entre un restaurant gastronomique en Bretagne, puis un restaurant gastronomique en Asie. On ne va pas en dire plus, parce que voilà, il s'agit d'une disparition quand même, comme vous l'avez dit. Mais voilà, c'est aussi comme dans la vie un mélange de beaucoup de choses, parce que c'est un film d'amour, c'est un film sur la transmission. J'espère que tous ces aspects différents sont dans le film. Est-ce que vous avez été conseillé par des chefs pour la partie gastronomique ?
Oui, parce qu'on ne peut pas faire... C'est un milieu d'excellence, quand même. Vous savez, quand ils se battent pour une 3e étoile, je peux vous dire que ce sont des gens qui sont dans l'obsession, le perfectionnement, le stress permanent. Et si vous voulez rendre compte avec justesse et justice de leurs travaux, on peut pas faire les amateurs. Donc on a filmé dans un vrai restaurant gastronomique en Bretagne, avec l'appui et l'accord du chef qui est resté sur le tournage, qui a fait rester son équipe, qu'on a engagé comme des acteurs. Et à Taïwan, c'est pareil. On a un grand chef, André Chiang, qui a été formé en France, puis 3 étoiles à Singapour, puis maintenant à Taïwan. Pareil, lui nous a laissé son équipe. Ils ont été conseillers artistiques, mais conseillers techniques aussi. Mais on peut pas... mais je pense que c'est assez juste dans le film, toute cette atmosphère de cuisine. Très différente d'ailleurs entre France et Asie, ça parle beaucoup, il y a du bruit en France, et en Asie, mais je pense que c'est grâce à eux et grâce à leur talent et à leur implication avec nous. La nature est aussi très présente dans ce film, dans les grands espaces et dans l'assiette. Mais toujours, je me rends compte que les films que je fais sont toujours liés à cet élément capital quand même dans lequel on vit, la nature. Et puis la nature, c'est la culture, mais c'est aussi c'est forcément la cuisine, c'est forcément les produits, c'est dans la nature qu'ils vont tous s'inspirer. Vous savez, j'avais pensé à tourner pas loin de chez vous, là, à Uriage. C'est ça se dit Uriage? Oui, Uriage, ouais. Chez Christophe Haribert. Chez Christophe Haribert, voilà. 2 étoiles. Voilà, je me suis baladé avec lui. Je lui ai dit, mais il est où? Où est le verger? Où est le potager? Il m'a montré la montagne qui monte vers Champs-Rousse, c'est ça? Ouais. Voilà. Et il m'a dit, mais Régis, mon potager, il est là. C'est-à-dire que voilà, ils vont, et c'est pareil en Bretagne, ils arpentent les lieux, les forêts, ils cueillent, ils goûtent, ils innovent. Et puis surtout maintenant, et c'est aussi le sujet du film, enfin c'est la communication entre eux, c'est-à-dire que ces grands chefs échangent leurs produits, leurs herbes, leurs épices. Et il y a des influences asiatiques chez nous et des influences françaises dans la cuisine asiatique aussi. Vous avez signé il y a quelques années une tribune dans Le Monde qui mettait en garde contre les conséquences du changement climatique, les dangers qui guettent la biodiversité. C'est un sujet qui vous touche aussi. Oui, je suis assez catastrophé par le recul actuel parce que ça freine. Je trouve que ça freine beaucoup. Pourtant, il y a des garde-fous, il y a des annonces, il y a des programmes, mais évidemment, on les respecte pas. Mais il y a un très mauvais exemple qui est donné par les États-Unis. Voilà, ça vous le savez. Donc c'est un moment très compliqué. Mais j'ai l'impression que la génération qui arrive est très très consciente. Ils sont conscients d'énormément de choses. Il n'y a pas que ça. Avec lesquels on a vécu nous, je trouve. Et je trouve qu'ils sont je les trouve très engagés et je trouve ça bien sympathique. On va retourner aux États-Unis. Vous êtes le dernier réalisateur français à avoir obtenu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. C'était Indochine en 1993. Ce film, on vous en parle encore souvent. Oui, mais vous savez, on m'en parle... chaque année, j'ai un coup de fil des journalistes. Alors, parlez-nous des Oscars. Je leur dis, mais attendez, c'était il y a 30 ans, vous n'avez pas du neuf. Mais ça a changé, les Oscars. Ça a changé. Maintenant, il y a des normes. Quand il y a des normes moyens, des campagnes, des promotions, je trouve qu'il y a moins d'innocence. Et je trouve que cette saison des prix aux États-Unis, elle dure trop longtemps, de manière trop spectaculaire. Voilà, Indochine, c'était évidemment... On découvrait un peu l'Asie grâce à vous. Il y a des aussi. points communs, d'ailleurs. Ouais. Il y a des points communs. L'Asie, la nature, personnage féminin central. Un mystère aussi. Non, mais il y a des... Mais bon, c'est un beau souvenir. Hein. Évidemment, pour tous. Vous êtes féru d'athlétisme, vous avez aussi réalisé des documentaires sur le monde du sport. Faire un film, vous nous en avez un peu parlé en début de cet entretien, mais faire un film, c'est un pentathlon moderne, du saut à la perche ou un marathon? Faire un film, qu'est-ce que c'est? C'est à part. Faudrait créer une discipline particulière parce que alors ce serait plutôt un décathlon parce que ça fait appel à plein de choses chez vous. Le concepteur, le rêveur, et il y a plein d'étapes. Et je pense que Spielberg en avait bien parlé. Il disait que la difficulté des cinéastes, c'est qu'il fallait qu'ils soient à la fois j'aime pas le mot guerre, mais des chefs d'armée. On emmène une troupe, voilà. C'est vrai qu'il faut emmener avec soi. Il faut prouver aux gens qu'on a envie de faire le film et que c'est bien qu'ils soient avec nous. Voilà. Et en même temps qu'on est dans ce combat permanent, l'énergie, il faut laisser la place à la sensibilité. Ça paraît contradictoire, mais parce que c'était Renoir qui l'avait bien dit,
il disait qu'en studio, il fallait toujours laisser une fenêtre ouverte, quelqu'un pourrait entrer. Merci beaucoup, Régis Barnier. Je rappelle que si c'est pas trop tard, on peut courir vous voir et surtout voir votre film. La réparation au Pâté Chavant ce mercredi soir à 19h30. Et sinon, bien sûr, il faudra attendre pour le revoir peut-être la sortie officielle le 16 avril. Merci encore. Merci à vous. Également dans l'agenda, encore des films avec Ojo Loco, le festival de cinéma ibérique et latino-américain à Grenoble et en Isère, mais principalement au Méliès. Depuis 13 ans, l'association Fasol Latino met en avant le cinéma indépendant et d'auteurs. Une quarantaine de films, fiction, courts, docs sont à découvrir jusqu'au 6 avril. Des nouveautés, parfois en présence des réalisateurs, une rétro de films plus anciens ou une nuit blanche du cinéma de genre le 4 avril. Aujourd'hui, dans Si on parlait, Lucille Dailly reçoit l'artiste peintre dauphinois Cédric Vignon qui s'engage auprès de l'UNICEF à l'appel d'un groupe d'étudiants de Grenoble École de Management. L'enseignant en philosophie Marc Tilly éclairera nos esprits bercés d'illusions, thème d'un forum philosophique organisé par l'Université Interage du Dauphiné. Quant au photographe Jean-Pierre Andjay, il expose l'empreinte laissée sur un paysage comme une trace sur une peau, un travail à découvrir entre contemplation et réflexion, c'est à Voiron. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo, on se quitte en musique avec l'ensemble Chakam qui se produit dans le cadre des Détours de Babel. 3 musiciennes qui tissent un dialogue lumineux entre musique persane et arabe. Elles seront par exemple jeudi à 12h30 dans l'auditorium du musée de Grenoble. Excellente soirée à tous.